14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a eu assez de morts et assez de souffrances et c'est bien. Maintenant, on va le juger et nous autres, les familles, on va pouvoir commencer vraiment notre deuil. Bonjour, Guy Georges, un prénom et un nom à jamais synonyme de tueur en série, un visage pour toujours dans le miroir du crime. Guy Georges, qui dans les années 90 a violé et sauvagement égorgé 7 femmes. Le tueur de l'Est parisien, comme on l'avait surnommé, aura dans quelques semaines 59 ans. Cela fait 23 ans qu'il est derrière les barreaux, une prison devenue son univers exclusif et d'où il ne sortira probablement jamais. Malgré l'horreur de ses actes et le temps écoulé, Guy Georges continue à exercer une espèce de fascination, comme si les uns et les autres cherchaient obstinément à savoir quelle mécanique l'a entraîné à tuer encore et encore. Personne ne le savait jusqu'ici, mais la mère de l'une des victimes a entretenu une longue correspondance avec celui qui avait ôté la vie de sa fille, un document exceptionnel à travers lequel le tueur en série se dévoile. Nous en parlerons avec nos invités et nous essaierons également de comprendre pourquoi Guy Georges attire à ce point la lumière, ce qu'il raconte à ceux avec qui il a été en contact, avec ce constat fait par la mère d'une victime. Guy Georges a honte de lui, mais il est toujours capable de vous tuer la minute d'après. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire de Guy Georges et sa vie en prison après avoir semé la mort. Une dérive barbare qui débute à l'hiver 1991 dans une rue de Paris alors que la nuit enveloppe la capitale. Ce 26 janvier 1991, peu après minuit, la brigade criminelle est appelée pour un homicide au numéro 41 de la rue de l'Ambre, au cœur du quartier parisien de Montparnasse. 4 policiers du groupe Bustamante, du nom de leur chef, le divisionnaire Michel Bustamante, pousse la porte d'une chambre de bonne au 6e étage de l'immeuble. Une jeune fille blonde gît en travers du lit. Elle est en partie dénudée, son visage est maculé de sang, ses habits ont été arrachés. La scène est si crue et si violente que les policiers marquent un temps d'arrêt avant d'enfiler leurs gants en latex. Le tueur a curieusement découpé le soutien-gorge, encore agrafé à hauteur des seins. La culotte est elle aussi découpée de façon inhabituelle sur les côtés. La victime est étudiante en lettres à la Sorbonne. Elle est âgée de 19 ans et se nomme Pascale Escarfaille. Elle a été violée et égorgée dans cette chambre. La mort pourrait remonter à la nuit précédente, celle du 24 au 25 janvier. C'est Guillaume, son petit ami, qui a appelé les secours. Il n'avait plus de nouvelles de Pascal depuis 2 jours. Il a découvert le crime quand les pompiers ont défoncé la porte. La crime suppose que l'étudiante, rentrée tard chez elle, a sans doute été suivie. La porte d'entrée de l'immeuble est lente à se refermer. L'assassin a peut-être eu le temps de se faufiler et d'emboîter le pas à sa victime. Le meurtrier de Pascal Escarfaille a commis un crime d'une sauvagerie inouïe. Mais il n'a pas laissé de traces, pas d'empreintes derrière lui, pas de traces ADN qui pourraient mener un jour à une identification. L'enquête tourna en rond et finit par se perdre. 3 ans plus tard, 9 janvier 1994, Cathy Rocher, 27 ans, assistante en marketing, entre dans un parking souterrain au numéro 70 du boulevard de Reuilly, 12e arrondissement. Elle a été suivie. Quand elle sort de la voiture, un homme la braque avec un couteau de type Opinel. Il veut son argent, exige son code de carte bancaire et lui annonce qu'il va la violer. Il découpe le soutien-gorge entre les bonnets et la culotte sur les côtés. Cathy Rocher reçoit 10 coups de couteau à la gorge. 11 mois plus tard, 7 novembre 1994, Elsa Benadi, attachée de presse, est retrouvée morte dans sa voiture par son frère, tuée la veille de la même façon que Cathy Rocher. Sans témoin, dans un parking de la capitale, frappée au couteau à la gorge. Ici aussi, le soutien-gorge est sectionné entre les bonnets. Cette fois, la crime établit une concordance entre ces 2 derniers crimes. La chance semble même sourire aux policiers. Il dispose d'une empreinte digitale laissée sur la lunette arrière et d'une tache de sang du probable agresseur
sur un prospectus. Un mois après la mort de Elsa Benady, le 9 décembre 1994, Agnès Niekamp, 32 ans, architecte d'intérieur hollandaise, s'apprête à quitter son bel appartement au 75 rue du Faubourg Saint-Antoine pour rejoindre des amis pour dîner. Elle ouvre la porte sans savoir qu'un homme l'attend sur le palier. Il la menace d'un couteau, l'attache avec du sparadrap, la dépouille de sa carte bancaire, lui arrache ses habits, découpe sa culotte sur les côtés et le soutien-gorge, toujours de bas en haut, entre les bonnets. Il la viole et la poignarde jusqu'à la laisser sans vie. Les policiers découvrent une nouvelle scène de crime qui frise la démence. Cette fois, le tueur a laissé de nombreuses traces lors de cette agression, des indices particulièrement précieux puisqu'ils permettront un jour d'identifier le tueur. 16 juin 1995, une psychomotricienne de 23 ans, Elisabeth Ortega, a passé la soirée dans le quartier de la Bastille. Vers 1h15, elle tourne la clé dans la serrure de son appartement quand elle est assaillie par un homme qui tient un couteau. Il se dit en cavale, la pousse dans le logement. Il commence à discuter avec Elisabeth, puis lui attache les mains dans le dos avec du Chatterton. Elle profite d'une seconde où l'homme veut éteindre la lumière du salon pour s'enfuir. La crime est prévenue de cette attaque. Les liens de la jeune femme sont identiques à ceux des autres victimes. Elisabeth Ortega devient un témoin précieux. Elle a vu l'agresseur, elle peut le décrire et pourra peut-être le reconnaître. Le tueur en série ne va pas s'arrêter là, il va encore frapper 3 fois et agresser également 3 autres femmes. Une série noire qui va mobiliser comme jamais la police judiciaire parisienne, une traque qui va être payante. Chez Elisabeth Ortega, la rescapée qui a miraculeusement réussi à échapper au tueur, les enquêteurs ont saisi un mégot de cigarette qui porte l'ADN de son agresseur. Une trace génétique identique à celle retrouvée au domicile de Agnès Niekamp, la décoratrice d'intérieur néerlandaise. Le docteur Olivier Pascal, à Nantes, baptisera cette trace SK1, ce qui signifie Serial Killer numéro 1. À l'époque, impossible de pouvoir faire matcher cet indice avec d'autres empreintes génétiques recueillies lors de précédentes enquêtes ou sur d'autres scènes de crime. Le fameux fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, n'existe tout simplement pas. 7 juillet 1995, Hélène Frinking, 27 ans, psychomotricienne, rentre chez elle à pied vers 3h du matin, rue du Faubourg Saint-Martin. Dans la cour, elle est accostée sans violence par un homme à la peau mate, aperçu derrière son volet par la concierge. Hélène Frinking est retrouvée égorgée sur son lit le lendemain matin. Même scénario que pour les autres victimes. Celui que la presse surnomme le tueur de l'Est parisien a cette fois laissé une trace de son pied nu. Un pied dit de type égyptien, où le second orteil est plus long que le pouce. Il a également abandonné son couteau, un opinel maculé de sang. Le juge Gilbert Thiel est en charge du dossier Hélène Frinking. Le magistrat est déterminé. On sait qu'un tueur en série continuera de frapper jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Quand on est confronté à toutes ces horreurs, on se dit comme tout le monde, ce salaud, quand je l'aurai en face de moi, confiera le juge. Il va peu à peu récupérer tous les autres homicides dont le mode opératoire se rapproche étrangement. Mais pour l'instant, toutes ces affaires ne sont pas liées, ce qui ne facilite pas vraiment le travail de la police. Des groupes différents de la brigade criminelle travaillent un peu chacun de leur côté. Le 8 septembre 1995, dans l'enquête sur les morts de Cathy Rocher et Elsa Benady, les policiers interpellent un certain Guy Georges, 33 ans. Cet homme, sans travail, est accusé d'avoir agressé une jeune femme. C'est un récidiviste. Dans sa chambre d'hôtel, on trouve un opinel, mais aussi des rouleaux de sparadrap. Il nie les meurtres. Qui plus est, ses pieds n'ont rien d'égyptien et la rescapée Elisabeth Ortega ne reconnaît pas sur les photos son agresseur. Le prélèvement ADN, bien plus long à obtenir à l'époque, va tout simplement rester lui dans un placard. Guy Georges peut s'en aller. Il refera surface 2 ans plus tard, en 97, 2 nouvelles agressions et 2 derniers meurtres. Magali Sirotti, 23 septembre 97, Estelle Magde, 16 novembre 97.
Tout comme le juge-t-il, la nouvelle patronne de la crime, Martine Monteil, 46 ans, est bien décidée à arrêter ce tueur insaisissable. On sait qu'il frappe à intervalles espacés comme quelqu'un qui sort de prison et y retourne. Les dossiers des maisons d'arrêt sont passés au crible. Monteil mobilise ses troupes et regroupe ses enquêtes. Le juge fait multiplier les expertises ADN. Le 24 mars 1998, le docteur Pascal indique que le tueur a été identifié. C'est un certain Guy Georges. Son ADN, prélevé en 95, n'avait jamais été exhumé. La traque s'intensifie. Le 26 mars 98, à 12h47 précisément, Guy Georges est arrêté à la sortie du métro Blanche, 18e arrondissement de Paris. Fin de partie pour cet homme multirécidiviste, plusieurs fois condamné pour des violences et des agressions sexuelles, habitué des squats et de la rue. Il frappait lors de ses sorties de cellule. En janvier 91, il a ainsi tué sa première victime, Pascal Escarfaille, alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortie à la prison de Caen. Il y purgeait une peine de 10 ans de réclusion pour viol avec violence. Il avait réintégré sa cellule comme si de rien n'était. Il avait déjà 11 ans et demi de détention derrière lui quand il a tué Pascal. À propos de ce crime, il raconte froidement « Elle m'a tout de suite plu, j'ai flashé, je l'ai suivi. Après l'avoir violée, il a commencé à l'égorger. Elle l'a regardé et lui a dit ces derniers mots. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me tues ?» 3 ans après son arrestation et un peu plus de 10 ans après la mort de Pascal Escarfaille, Guy Georges va comparaître devant une cour d'assises. Il va faire face aux familles de ses victimes et aux femmes qui lui ont échappé. Ce 19 mars 2001 s'ouvre le procès de Guy Georges. Guy Georges Rampillon pour l'état civil, fils d'une hôtesse de bar de Marly-le-Roi et d'un GI noir américain qu'il a abandonné à la naissance avant de repartir aux États-Unis. Guy Georges se présente à 9h50 devant la cour d'assises de Paris. On le photographie. Il a 39 ans, il porte beau en tenue de sport. Une apparence physique qui est même troublante car elle ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire dans nos imaginations d'un maniaque sexuel, d'un tueur en série. Il paraît affable, souriant parfois. Il semble être plein de compassion, comme le note alors maître Solange Doumic, l'une des avocates de la partie civile. Après son arrestation, il a avoué quelques-uns de ses crimes dans les bureaux de la crime, jouxtant celui de la patronne Martine Monteil. Malgré les apparences, Guy Georges n'a rien de conciliant à ce procès. La première semaine d'audience, il la passe à nier en bloc les accusations. Il affirme être victime d'une injustice, dénonce des tests génétiques truqués. Il n'est pas Joe the Killer, son surnom dans les squats. Il faut attendre 2 semaines pour que Guy Georges avoue ses crimes. Ses avocats, maître Frédéric Ponce et Alex Ursulé, l'ont encouragé à se confesser, à dire la vérité aux familles des victimes. Il lui est ainsi demandé s'il a bien agressé Elisabeth Ortega, la rescapée, dans la salle d'audience. Il répond par l'affirmative. « Depuis le début du procès, il me fait peur, mais il m'a fait peur pendant 5 ans. Elsa, Cathy, Hélène et les autres victimes, elles ont toutes résisté, mais elles n'ont pas eu ma chance, indique Elisabeth Ortega. Entre 2 sanglots, le tueur en série avoue ses crimes. Le 5 avril 2001, Guy Georges, présenté comme l'incarnation du mal et la malédiction par l'avocate générale Guy Georges, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Quoi qu'il arrive maintenant, je ne recommencerai jamais, même si vous ne l'acceptez pas, je vous demande pardon, dit le condamné aux familles de victimes. 22 ans de sûreté, c'est rien, perpétuité, c'est beaucoup, mais je ne sortirai jamais de prison, vous pouvez être tranquille, je ne ferai pas cette peine, je peux vous le dire. Guy Georges prend le chemin de la prison pour de très longues années, peut-être même pour toujours, comme il l'a clamé à la fin de son procès. Une perpétuité qui frappe aussi les familles de victimes. Impossible pour elles d'oublier ce cauchemar. Après sa condamnation, des lettres de femmes avaient afflué de toute la France à la prison de la Santé à Paris où Guy Georges était alors incarcéré. Une fascination morbide et déplacée, un rituel presque habituel avec les tueurs en série. À l'une de ses correspondantes, Guy Georges répond «
toutes ces années gâchées ont fait de moi un rebelle, un anarchiste, un révolutionnaire. Je ne suis pas un ange, mais je ne suis pas non plus le monstre pour lequel on veut me faire passer. Les lettres continueront d'arriver pour peu à peu s'amenuiser au fil des années et au rythme des changements de cellules de l'intéressé, toujours placé à l'isolement dans ses prisons successives. Une de ses correspondances, jamais révélée jusqu'ici, est tout à fait différente. Après le procès, Anne Gauthier, la mère de Hélène Frinking, l'une des victimes, va échanger plusieurs lettres avec le tueur. Anne Gauthier, qui pendant des années a tout fait pour que l'assassin soit interpellé, va aussi tout faire pour mieux le comprendre. Au total, 7 lettres révélées par la journaliste Patricia Tourangeau, dans lesquelles Guy Georges présente des excuses et promet de dire la vérité sur la vraie vie qu'il a vécue. Anne Gauthier ne sera jamais dupe de ses propos ni de son attitude. Au moment où il écrit, confie-t-elle, il a honte d'être Guy Georges, mais 1 heure après, il est capable de vous tuer aussi. C'est un grand malade. Dans l'un de ses courriers adressés à la mère d'Hélène Frinking, Guy Georges écrit avec son écriture bien formée, une écriture ronde et presque enfantine: « Je vous le répète, Anne, moi de mon côté je fais le maximum, je suis une psychothérapie et cela va durer longtemps, mais je ne rêve pas, je sais très bien que je ne sortirai jamais de prison, je ne suis pas naïf. Tous ces gens qui me disent que dans 19 ans je sortirai, ils se trompent. » Anne Gauthier cessera d'écrire à Guy Georges en apprenant qu'il souhaitait se marier et avoir un enfant avec une étudiante qui correspondait avec lui. Elle se dira horrifiée par ce projet, au point d'alerter l'administration pénitentiaire pour empêcher cette union dangereuse. Depuis mars 2020, Guy Georges est apte à demander une libération conditionnelle, ce qu'il n'a pas fait et ne fera pas. Peu de chance dans tous les cas de figure qu'il se retrouve hors des murs d'une prison. Le 28 mars 2020, après 22 années de sûreté, Guy Georges n'a pas formulé de demande de libération conditionnelle. Aucun avocat n'a été saisi pour adresser cette requête. Le tueur en série, emprisonné à la centrale d'Insisheim, en Alsace, la prison où séjourna Michel Fourniret et où se trouve Francis Holm, est toujours considéré comme limite, fragile et dangereux par les experts. Il a arrêté sa psychothérapie. Ces dernières années, il avait énormément grossi, souffrant de diabète et se bourrant de calmants. Il travaille à l'atelier de la prison, employé à remplir des sachets d'hameçons pour la pêche. Guy Georges est depuis toutes ces années comme chez lui en prison. À la fin de sa garde à vue, devant les policiers de la brigade criminelle, il avait indiqué « Dedans, je suis cadré, je ne ressens pas mes pulsions, mais dehors, je suis dangereux, comme une cocotte minute qui peut exploser. Il ne faut pas me laisser ressortir. » Même si Guy Georges changeait d'avis et décidait de demander sa mise en liberté, il existe bien peu de chances que celle-ci soit acceptée. Aucun collège de magistrats ou d'experts ne donnerait un blanc-seing à cette demande, estime l'expert psychiatre Daniel Zaguri, qui l'avait examiné. En 2017, une pétition en ligne avait réclamé le maintien en détention du tueur de l'Est parisien. Au terme de sa période de sûreté, elle avait immédiatement enregistré plus de 15 000 signatures. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.